Spectateurs de la télévision rwandaise, très heureux de vous retrouver pour l'émission Majuscule Propos et comme c'est d'habitude d'ailleurs. Ce soir, nous allons revenir sur les relations France-Afrique ou Afrique-France, comme vous le voulez bien. Mais cette fois-ci, il y a les élections présidentielles qui pointent à l'horizon en France. C'est dans quelques temps et nous allons examiner maintenant les enjeux de ces élections pour ce qui est du continent africain. Comment est-ce que ces élections sont perçues à partir du continent africain, vu que la France a tissé des relations étroites avec le continent africain, en tout cas avec certaines zones du continent africain, des relations qui n'ont pas toujours été vues de la même manière par tous les Africains. Aujourd'hui, nous allons examiner au XXIe siècle, en 2022, quels sont les rapports entre la France et le continent africain. Ce sont deux entités qui parlent en tant que partenaires ou nous sommes encore au temps de la dépendance de l'un envers l'autre. Nous allons examiner également sur le plan de la politique, diplomatie également sur le plan de l'économie. Est-ce que c'est une France qui pèse aujourd'hui sur le continent africain? Est-ce que c'est une Afrique qui pèse aujourd'hui dans la vie? Également sur le plan de la politique, diplomatie également sur le plan de l'économie. Est-ce que c'est une France qui pèse aujourd'hui sur le continent africain? Est-ce que c'est une Afrique qui pèse aujourd'hui dans la vie française aujourd'hui? Et de quelle manière? Pour comprendre un peu tout cela, nous sommes ici dans nos studios avec Gatabazi Tite Rutikanga. Il est journaliste à igihe.com. C'est notre grand frère. Bonsoir, Monsieur Gatabazi. Bonsoir. Très heureux d'être avec vous. Ah ben moi aussi. Voilà. C'est partagé. Voilà. Et tout à l'heure, nous serons également rejoints par le docteur Sylvain Guessan. Il est donc de l'Institut de stratégie d'Abidjan. Il nous rejoint depuis Abidjan, en Côte d'Ivoire, donc en Afrique de l'Ouest. Il sera avec nous tout à l'heure, le temps donc qu'il soit prêt. Monsieur Gatabazi, tout d'abord, aujourd'hui, parlons depuis, ça va faire plus de 70 ans que la France s'est installée en Afrique. Et il y a d'abord la partie colonisation, et puis nous sommes partis par d'autres phases de l'histoire. Aujourd'hui, quel regard portez-vous sur cette relation France-Afrique? Est-ce qu'il existe vraiment cette relation France-Afrique? Ah ben je vous remercie. La relation, elle existe parce qu'elle est historique, elle est sociologique, elle est politique, elle est diplomatique, elle est économique. Il y a beaucoup de cadres africains qui ont été formés en France. Il y a beaucoup d'investissements français en Afrique. Il y a le fameux réseau France-Afrique qui n'arrive pas à rendre l'âme. Il y a des dynamiques en Afrique où on veut se défaire de la tutelle de la France. Donc la relation, elle existe. Elle est souvent en dents de scie, mais elle existe. On ne peut pas ne pas dire que la relation n'existe pas. Elle existe. Elle n'est pas toujours au beau fixe pour diverses raisons. Des raisons de manque de lisibilité de la politique française, des raisons c'est pas de partenariat. Le poids de la France est dans beaucoup de pays. La France décide à leur place. Il y a le franc CFA qui est en discussion aujourd'hui. Donc la relation, elle est bel et bien là et demande d'être retouchée, d'être revisité de fond en comble. Je crois que ça a commencé. Le nouveau président essaye comme il peut. Il traite avec les chefs d'État africains avec beaucoup de respect, ce qui n'était pas le cas avant lui. Il a en partage, en tout cas avec le président rwandais Kagame, le président Macky Sall, le président Ramaphosa,
des grands enjeux mondiaux sur le multilatéralisme, sur les nouvelles technologies, sur la santé, on l'a vu. On a assisté au sommet à Paris sur la dette africaine. Et ça, c'était à l'initiative de la France. Donc, je crois que la relation, elle a connu beaucoup d'étapes où il y a eu du bien et du moins bien, pour rester poli. Aujourd'hui, il y a une jeunesse africaine qui est très cultivée, qui demande à être autonome, qui demande beaucoup de comptes à ses dirigeants et qui vit très mal ce cordon ombilical qui n'a pas été à sa place. Et ça se sent, ça se vit comme ça. Vous avez évoqué quelque chose de très important, des réseaux France-Afrique. Nous parlons des relations France-Afrique, mais à un certain moment, vous parlez des réseaux France-Afrique qui existent encore. C'est vrai, vous avez dit il faut rester poli, courtois plutôt. C'est quoi ces réseaux France-Afrique? Ça remonte à la période des indépendances. Le général de Gaulle charge Foccart de maintenir la relation avec les nouveaux pays indépendants et Foccart instaure une politique au profit exclusif de la France. C'est la France qui installe les chefs d'État. Il y avait des bases militaires, je crois qu'il y en avait 5, pour protéger les régimes des pays. Vous avez un marché qui commence à s'ouvrir à l'économie et la France a le monopole sur des pans entiers des économies de beaucoup de pays, beaucoup plus en Afrique de l'Ouest et ses anciennes colonies. Vous avez une monnaie qui est arrimée au franc français. Les réserves sont plutôt à la Banque de France et pas dans les banques des États. Vous avez des passations de marché qui ne se passent pas dans la transparence. Vous avez des coups d'État qui sont fomentés plutôt depuis Paris qu'en interne. C'est ça qu'on a appelé les réseaux Foccart qui sont devenus la France-Afrique et qui sont très mal perçus aujourd'hui en Afrique. En tout cas, depuis 1990, très mal perçus. Et je crois, si mes souvenirs sont bons, Nicolas Sarkozy avait annoncé le décès de la France-Afrique. Le ministre de la Coopération a payé le prix parce qu'il a repris les propos du chef de l'État. On lui a dit, ça n'est pas ça. Il a dû démissionner. Après Sarkozy, le successeur François Hollande n'a pratiquement rien fait. Il a gardé le statu quo. Macron arrive avec une vision des relations que la France doit avoir avec le monde. Justement, tout à l'heure, on va écouter Emmanuel Macron, notamment avec ses premiers pas sur le continent africain, juste après avoir accédé à la magistrature suprême au niveau de la France. L'on me signale que nous sommes avec le docteur Sylvain Guessant. Il est donc CEO, comme on dit, donc il est fondateur de l'Institut de stratégie d'Abidjan. Bonsoir, docteur. Je pense qu'il y a un petit souci de son. On va revenir sur lui tout à l'heure. On me dit qu'il est en place. Bonsoir, docteur. Bonsoir, cher ami. Ça va et surtout bonne année du côté d'Abidjan. Oui, la connexion n'est pas toujours bonne, mais bon, j'espère que vous m'entendez du côté de Kigali. Super bien, le son est
Impeccable. Alors, docteur, tout à l'heure, l'invité au studio, M. Gatavazi, il parlait, donnait son avis sur cette relation qu'on a appelée relation France-Afrique. Et je rappelle que nous animons l'émission notamment avec en perspective les élections présidentielles qui arrivent incessamment en France, mais ces élections vues d'Afrique. Vous, personnellement, avant peut-être d'arriver à ces élections et les enjeux que portent ces élections, quelle est votre lecture ou le regard que vous portez sur cette relation France-Afrique ou Afrique-France? Bon, merci. Pour moi qui suis ressortissant de la CEDEAO, bien plus de l'espace UEMOA, avec la langue française, avec le franc CFA, bien plus, je suis ressortissant à Côte d'Ivoire qui a connu une guerre de 2002 à 2011. L'histoire récente de mon pays montre un peu la force de ce réseau qu'on appelle la France-Afrique. Et présentement, un de nos pays frontaliers, le Mali, est aussi en pleine crise. On y voit également les réseaux france-africains si agités. Pour dire, comme l'invité sur le plateau, la France-Afrique est une réalité. On n'a jamais pu s'en séparer. C'est un réseau qui renaît de ses cendres, qui conserve toute sa force, toute sa puissance dans l'espace CEDEAO, dans l'espace UEMOA dont je suis originaire. Alors, docteur, c'est vrai, à vous entendre, vous parlez avec un ton plutôt désabusé par rapport à cette relation France-Afrique. Aujourd'hui, en 2022, 21e siècle, est-ce que si on fait fi, c'est vrai qu'on ne peut pas complètement faire fi de ce qu'a été le poids de l'histoire, mais est-ce qu'aujourd'hui, cette relation sert à quelque chose? Bon, vous voyez, comme mon pays, la Côte d'Ivoire, était en guerre, tout observateur averti connaissait la position de la classe politique française de l'Élysée du Quai d'Orsay. Mais c'est cette France-là qui rédigeait les résolutions à l'ONU pour ce qui est de la Côte d'Ivoire. C'est peut-être le passé, mais c'est présentement le cas au Mali, où on connaît la guéguerre entre la France et la Russie à travers le réseau sécuritaire Wagner, mais c'est à la France qu'il revient de rédiger les résolutions à l'ONU concernant le Mali. Vous imaginez un peu la force d'un tel réseau, aussi bien au niveau du hard power, du smart power, que du soft power. La France siège encore au conseil d'administration de la BCEAO et c'est tout à fait normal que, entre griffes, que la CEDEAO a décidé du gel des avoirs du Mali à la CEDEAO, à la BCEAO. Le réseau y demeure, ses tentacules sont encore puissantes. Voilà, ça se comprend, c'est vrai. Mais docteur, aujourd'hui, l'Afrique semble être scrutée par tout le monde, surtout ces géants-là. Est-ce que, vu l'histoire qui s'est passée, l'Afrique, notamment cette Afrique qui a connu la colonisation française, devrait bénéficier d'une certaine relation privilégiée entre elle et ses anciens colonisateurs? Bon, de plus en plus, que ce soit au Burkina, que ce soit au Niger, que ce soit au Mali, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit en Guinée, les populations civiles, les jeunesses veulent un autre type de relation avec la classe politique française. Il faudra faire la part des choses. Il ne s'agit pas de la France, il s'agit de la classe politique française. Sinon, dans nos pays, vous voyez plein de jeunes qui supportent le Paris Saint-Germain, qui supportent Marseille, qui supportent Lyon,
qui supportent l'équipe française à la Coupe du Monde, ce n'est donc pas un sentiment anti-français. Il s'agit plutôt de revoir les relations que la classe politique française entretient avec nos pays, sur la question de la monnaie, sur la question de la langue, etc., etc. Un de nos malheurs encore, les attaques terroristes dont notre espace est victime depuis 2002 pour le Nigeria et depuis 2012 pour le Mali. Notre logistique militaire ne nous permet pas d'y répondre en termes d'autonomie décisionnelle. Et donc, pratiquement tous les pays de l'espace UEMOA sont encore accrochés à la politique militaire française dans notre espace, qui veut bien nous donner les informations qu'elle veut, puisque nous n'avons pas de satellites d'orbite en vue de surveiller le mouvement de ces troupes-là. Bien précisément, à partir d'Abidjan, on ne peut pas faire de l'écoute sur la bande sahélienne qui se trouve à environ 1500 voire 2000 km. Donc, nous sommes encore accrochés à cette France, à la classe politique française, qui décide bien de l'orientation stratégique qu'elle veut pour nos pays. C'est malheureux de dépeindre la situation de la sorte, mais voici où nous en sommes encore à 62 ans après les indépendances. Justement, 62 ans après les indépendances, c'est vrai, la France a connu plusieurs responsables au niveau de l'Élysée, donc les chefs d'État. Aujourd'hui, la France est dirigée par un des plus jeunes présidents, en tout cas que la France ait connu au niveau de l'Élysée. Lui, après son accession à la magistrature suprême, ici je parle d'Emmanuel Macron, il a semblé avoir un ton apaisant et surtout avec une vision presque à l'opposé de ce qu'ont été ses prédécesseurs. Ici, c'était 2 ans après son élection, c'était en 2018 déjà, avec par ses premières visites sur le continent africain. Il était au Burkina Faso où il a évoqué cette relation France-Afrique et surtout de la vision qu'il avait. On va écouter Emmanuel Macron et puis on va rebondir sur ses propos. Je vais venir ici vous dire que nous allons faire un grand discours pour ouvrir une nouvelle page de la relation entre la France et l'Afrique, où je ne suis pas venu ici vous dire quelle est la politique africaine de la France, comme d'aucuns le prétendent, parce qu'il n'y a plus de politique africaine de la France. Il n'y a plus de politique africaine de la France. M. Gatabazi. Oui. C'est quand même des propos qui... il y a une certaine cohérence entre les propos d'Emmanuel Macron à l'époque et la réalité aujourd'hui. Est-ce que c'était de la com ou c'est vraiment de la réalité avec son arrivée à la tête de la France? Est-ce qu'il a exprimé ce qu'il pensait? Macron exprime fondamentalement ce qu'il pense et ce qu'il croit. Il arrive à l'Élysée mai 2017. Très vite, il installe un comité pour l'Afrique avec des Africains de la diaspora, donc des Franco-Africains, pour réfléchir sur cette nouvelle relation avec l'Afrique. Macron hérite de la France-Afrique. Macron hérite d'une politique de 60 ans. Il en est conscient. Mais Macron hérite aussi, et il est dans la mondialisation. Macron voit que l'Afrique est courtisée par la Russie, par la Chine, par la Turquie, par les pays du Golfe. Macron voit le recul de la France en Afrique. Il fait ce constat et il dit il n'y a pas de politique africaine. C'est une façon de dire je me désolidarise de cette ancienne politique. De cette ancienne France. Oui, cette ancienne politique. Il dit bien, docteur, il y a la classe politique française qui a ses intérêts, qui a des réseaux, et il y a la population française. Donc, les décideurs français qui n'ont pas pris conscience de la mondialisation et ce que ça faisait
sur les rapports de la France à l'Afrique, le rapport de la France au monde, ont fait que la France a pris du retard, en tout cas sur le plan des relations internationales. Sur le plan stratégique, la France est très en retard. Macron installe le comité, il en tire les leçons tout de suite. Et qu'est-ce qu'il fait? Il vient dire je veux d'un partenariat entre l'Afrique et la France. Vous avez demandé au docteur est-ce qu'il y avait des relations privilégiées. Macron ne veut plus de cette fameuse relation qui soit connotée avec quelques privilèges. Non. Désormais, nous traitons presque d'égal à égal. Nous traitons avec l'Afrique avec beaucoup de respect, parce que c'est un continent émergent. Et ce discours qu'il fait à Ouaga, il est suivi des actes. Donc, je crois profondément, en tout cas, je suis de très près la politique de la France, je vois beaucoup d'actions ici et là. Vous voyez bien, quand un président africain va en France, quand il y a un sommet, Macron n'a pas l'arrogance qu'avaient ses prédécesseurs. Il est poli, il est courtois et il voit l'intérêt qu'a la France à revoir de fond en comble cette relation parce qu'ils sont très en difficulté, comme disait docteur, en Afrique de l'Ouest. Mais regardez, il n'a pas cité la Centrafrique. La France est out en Centrafrique. C'était le précaré français. Il n'a pas cité le Gabon. Le Tchad. Le Tchad. Au Gabon, le Gabon a demandé à adhérer au Commonwealth. Ça n'est pas une question mineure en termes politiques et diplomatiques. C'est depuis l'arrivée d'Ali Bongo que des grands groupes français perdent le marché au Gabon. Ça dit ce que ça dit dans la nouvelle dynamique. Il a peut-être été très courtois, mais le dossier Gbagbo, c'est le dossier français. Et les Ivoiriens ne pardonneront jamais à la France que leur ancien chef de l'État ait passé 10 ans gratuitement en prison. Donc, pour résumer, cette nouvelle relation, elle est voulue par Macron. Je crois qu'il lui faut du temps pour l'inscrire. Il lui faut du temps pour apporter la preuve de sa bonne foi et raffermir cette relation qu'il a avec certains pays et que nous envoyons à la fois les bénéfices, que ce soit politique, que ce soit diplomatique, que ce soit économique, et qu'il joue le jeu parce que les relations internationales bougent beaucoup. Ils ne peuvent pas chasser la Chine de l'Afrique. Ils ne vont pas chasser la Russie, ni du Mali, ni de la Centrafrique. Les avions de Qatar Airways arrivent dans le ciel africain. Où est Air France dans tout ça? Et donc, Macron voit, il constate, il veut faire, mais il a cet héritage qui pèse encore et qu'il faut composer avec. Il faut composer avec, c'est cet héritage-là historique. Docteur, il y a quelque chose de très important que Gatavazi dit, en lisant entre les lignes, on a l'impression que c'est une politique portée par un individu qui s'appelle Emmanuel Macron, bien sûr avec son leadership, mais sa vision aujourd'hui pèse-t-elle, a-t-elle du poids par rapport à ce qu'a été le système pendant plus de 60 ans?
Bon, je veux bien comprendre que le président Macron ait décidé de définir de nouveaux paradigmes dans les relations internationales entre la France, puissance colonisatrice, et ses ex-colonies. Mais le système qu'il trouve en place est si rodé, est si outillé, qu'il lui faudra du temps, comme le disait mon prédécesseur, pour essayer de venir à bout de ce système. Est-ce que du temps il en a? Or, Du temps il en même si a, le président docteur. Macron était... Du temps il en a. Oui, mais s'il était élu, je ne pense pas qu'en 4 ans, le système qui date du 16e, 17e siècle, qui est instauré entre la France, puissance colonisatrice, et ses ex-colonies, puisse être démantelé. Ce n'est pas seulement de la faute de la France, ça y va également de nous, notre responsabilité. Vous savez, mon pays, la Côte d'Ivoire, est le premier producteur mondial du cacao. Mais nulle part sur le territoire ivoirien, il n'y a une école d'expertise pour les métiers du cacao. Vous faites de la maternelle au doctorat en Côte d'Ivoire. Tout ce que vous savez du cacao, c'est que nous en sommes le premier producteur. Aucun effort local n'est fait pour former des techniciens, des ingénieurs en vue de la conservation et de la transformation du cacao dont nous sommes le premier producteur. Je pourrais citer plein d'autres cultures de rente. Dans un tel contexte, le système qui profite, un Français a rédigé un ouvrage il y a peut-être 2 mois en termes d'intelligence économique où il montrait que le planteur du cacao tire à peine 5% du bénéfice issu du cacao. Ce système-là, Macron ne peut le démanteler puisque nous-mêmes, à l'interne, ne fournissons aucun effort. Donc, les multinationales également françaises ont leur part de responsabilité. On n'a pas besoin de les citer. Est-ce que le président Macron pourra venir à bout des intérêts de ces multinationales si ancrées en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale? Est-ce que M. Macron pourra séparer nos présidents tant attachés à ces multinationales et à leurs dirigeants? Je ne pense pas, puisque aucun effort n'est fait de notre côté. C'est vrai qu'il faut accuser la France, c'est vrai, il faut accuser les multinationales françaises, mais il ne faut pas oublier de braquer le regard inquisiteur sur nous. Depuis 2002 que les terroristes ont attaqué le Nigeria, 20 ans maintenant. Quelle est la stratégie militaire mise en place par la CEDEAO pour leur venir à bout? Aucune politique. Ni en termes d'évaluation de la menace, ni en termes d'orientation stratégique, ni en termes d'ambition militaire, rien. Chaque État essaie de déployer quelques maigres moyens de lutte contre le terrorisme sans y parvenir vraiment. C'est à juste titre que le Niger, le Mali et le Burkina sont en pleine implosion. Du 9 au 10 novembre, le Togo a connu une attaque terroriste dans le nord. Du 2 au 3 décembre, le Bénin a connu une attaque terroriste dans le nord. Le 3 janvier, la Côte d'Ivoire a connu une attaque terroriste dans le nord. Mais aucun effort n'est fait pour élaborer une stratégie militaire commune en vue de venir à bout des terroristes. Chacun de nos présidents a recours à l'état-major français. Dans un tel contexte, nous ne pouvons venir à bout des stratégies mises en place en vue de mieux profiter de l'Afrique, de ses matières premières, de ses ressources naturelles. Que vous comprenez la situation présente et surtout ces enjeux-là avec la situation dans laquelle se trouve Emmanuel Macron avec toute la volonté du monde qu'il puisse avoir. Est-ce qu'il n'a pas les mains liées? Il faut prendre au moins... Est-ce que ce n'est pas même là l'intérêt que portent ces élections en France sur vue d'Afrique avec le sujet de notre émission? Est-ce que les gens surtout je parle ici des optimistes qui voyaient les choses changer, ne doivent-ils pas s'inquiéter? Est-ce que
ce système ne pourra pas d'une manière ou d'une autre peser sur ces élections et peut-être faire reculer ces avancées? Bon, le système pèse. Hein. Moi, je dis qu'il a hérité de ce système. Il ne peut pas le démanteler d'un coup de baguette magique, mais il y a quand même des éléments qui plaident en sa faveur. Il y a une jeunesse africaine très dynamique. Il y a une société civile qui exige des comptes à ses dirigeants. Il y a un changement de génération dans les classes politiques en Afrique. Il y a une pression, même au niveau de la France. Et on voit bien qu'il y a on va appeler ça quoi? Il y a des changements dans la relation commerciale qui était exclusive commence à s'ouvrir à la concurrence. J'ai parlé du Gabon où les multinationales françaises perdent du marché. Mais il n'y a pas que le Gabon. On peut remonter jusqu'au Sénégal. Il y a cette exigence de transparence au niveau de Paris. Mais il faut donner crédit au président de porter une vision et d'avoir des freins au niveau des administrations, au niveau des lobbies, au niveau des états-majors au Quai d'Orsay, au sein de l'armée. Et avec aussi, il vient de le dire très justement, les complicités et les connivences dans nos pays africains. Ceci n'est pas un obstacle infranchissable. Je disais tantôt qu'en regardant bien, en analysant ce que Macron a fait depuis 4 ans, il aura besoin de temps. Peut-être dois-je ajouter qu'il a besoin de soutien. Et ce soutien, il le reçoit de cette société civile africaine et la diaspora africaine qui est en France, et de la concurrence des autres États qui arrivent sur le terrain en Afrique. Et ça va permettre une mutation dans les pratiques anciennes. Et avec le temps, moi, je suis optimiste. On peut y arriver. On ne va pas déraciner complètement, mais on va réduire sensiblement cette capacité de nuisance qu'ont les réseaux sur les institutions des États en Afrique. En tout cas, on espère bien que ça va aller dans le sens qui va permettre à tout le monde d'y trouver son compte. Mais parmi les questions qui fâchent aujourd'hui, c'est vrai, il y a de beaux discours, il y a de bonnes intentions qu'affiche aujourd'hui Emmanuel Macron, qui peuvent peser également sur ces relations-là France-Afrique. Il y a la question du franc CFA que le docteur Sylvain Guessant a évoqué. On va suivre toujours en restant à Ouagadougou parce que cette visite-là a vraiment été à la base des soulèvements de certaines questions pertinentes que tout le monde peut-être se pose dans les chambres, mais il y a eu des gens qui ont eu du courage à poser ces questions-là publiquement. On va suivre un petit échange entre Emmanuel Macron et un étudiant ouagalais sur la question du franc CFA et on va revenir. Le transfert de nos fonds, de notre tonne d'or déposée auprès du Trésor français pour soi-disant assurer la convertibilité du franc, qui on sait porte toujours la marque de la colonisation. Alors, si quelqu'un pouvait me dire où l'or burkinabé se trouve caché à Paris, je suis preneur. Personne n'oblige quelque État que ce soit à en être membre. Le président Kaboré décide demain, je ne suis plus dans la zone franc. C'était là le président Emmanuel Macron. Docteur Sylvain
Déjà, qu'est-ce que ça vous a inspiré, cet échange-là entre le président Emmanuel Macron avec cet étudiant-là, Ouagalé? Est-ce que vous êtes du côté de la personne qui a posé la question? Ou comprenez-vous celui qui a répondu? Bon, le président Macron à Ouaga, il a un territoire conquis. Excusez-moi du terme, mais Ouaga, ce n'est pas Abidjan, ce n'est pas Dakar, ce n'est pas Abuja dans l'espace CEDEAO. C'est un pays qui vit de beaucoup d'aide de la France, qui bénéficie beaucoup de la collaboration avec la France. Donc le président Macron ne choisit pas la capitale du Burkina Faso en vain. Encore qu'au moment de sa visite, ce qu'il est convenu d'appeler le sentiment anti-français n'était pas si déployé à Ouaga. Il avait un peu Abidjan qui était la capitale de la contestation de l'influence française dans notre espace UEMOA. Donc Emmanuel Macron à Ouaga, il a un territoire conquis, il a en face de lui des ressortissants d'un pays qui sont dans une relation de dépendance, pas d'interdépendance, de dépendance totale vis-à-vis du Quai d'Orsay, vis-à-vis de l'Élysée. Donc, même les éléments de langage choisis, ils vont avec. Plus tard dans cette vidéo, il y a eu une coupure d'électricité, les climatiseurs qui ne marchaient pas. On a vu comment le président Macron s'est moqué du président Roch Kaboré. Il n'oserait jamais le faire avec la chancelière ou le chancelier allemand. Il n'aurait jamais le fait avec le premier ministre du Royaume-Uni. Il n'oserait jamais le faire avec Xi Jinping. Il a fait avec Roch Kaboré à 2 ou 3 reprises lors d'une visite dans un amphi de 2 ou 3 heures. Bon, il a un territoire conquis, il se permet tout. Il a en face de lui des gens qui sont dans la dépendance, donc qui ne peuvent pas rétorquer à ces éléments de langage. Et c'est tout des relations entre la classe politique française et la classe politique de notre espace CEDEAO et de l'Afrique centrale. Justement, sur la question du franc CFA, docteur, est-ce que la réponse qu'il avait donnée à cette époque et la situation aujourd'hui, est-ce que le franc CFA, ça fait toujours... c'est une question qui préoccupe beaucoup les 15 membres de cet espace économique et cet espace monétaire. Oui, quand on parle de la CEDEAO, le Nigeria, c'est 66% du PIB de l'espace CEDEAO. Après vient le Ghana qui a 6% du PIB de l'espace CEDEAO. Et la Côte d'Ivoire vient en troisième position avec 5% du PIB de l'espace CEDEAO. Donc, c'est un peu surprenant que le débat se cristallise sur les décisions d'Abidjan, alors que Abuja fait plus de 10 fois le PIB de la Côte d'Ivoire dans l'espace de la CEDEAO. Bref, l'espace UEMOA est encore accroché à sa monnaie pour diverses raisons, la dépendance vis-à-vis de la France, l'incapacité à susciter la mobilisation des ressources internes, un système éducatif qui refuse sa réforme, un système sanitaire dans l'état comateux. Bref, on a besoin encore de l'ombrage de la puissance colonisatrice pour faire face à des cas de vulnérabilité. Donc, la question du franc CFA, on attendait un peu plus du Nigeria. Malheureusement, l'écho décidé par le président Macron et notre président, le président Hassan Ouattara, en décembre 2019, a fait que le Nigeria est un peu dans l'expectative, le Ghana également. Et donc, on se demande quand est-ce qu'on pourra avoir cette monnaie, l'écho, qui ne dépendra pas de la Banque centrale française, de BNP Paribas, et donc qui pourra prendre son envol, son autonomie, en vue de tenir compte des réalités, du dynamisme du marché, des mouvements des capitaux dans notre espace en vue de la parité. Nous attendons ce moment. Est-ce que les propos d'Emmanuel Macron, sa position aujourd'hui, vous vous dites, avec son départ, si jamais il rate le coup, ça pourra faire reculer le débat là-dessus, si jamais il ne revient pas comme gagnant ces élections?
Écoutez, tout président français, fut-il Mélenchon, viendra défendre les intérêts de la France. Ça y va de leur train de vie, de leur qualité de vie. Et aussi, bon, on ne va pas exagérer, on ne va pas tomber dans l'euphorie, on va rester courtois, réaliste, mais aussi de la santé économique, pas forcément de la France, mais certaines de leurs multinationales qui tirent leurs bénéfices essentiels dans notre espace. Donc, Macron élu, ou Marine Le Pen élu, ou Zemmour élu, Mélenchon élu, ne pourrait pas abandonner, délaisser cet espace vital-là, permettez cette expression géopolitique, ils viendront toujours défendre leurs intérêts dans cet espace vital. Surtout que nos dirigeants, nos décideurs eux-mêmes ne font pas grand-chose pour leur autonomie décisionnelle. Donc, pour moi, quel que soit le vainqueur de l'élection présidentielle française, cela ne changera pas grand-chose dans nos relations avec l'Élysée et le Quai d'Orsay. Justement, vous avez évoqué certains noms des candidats. Vous avez évoqué Mélenchon, vous avez évoqué Le Pen et également Zemmour. Justement, parlant de Éric Zemmour, un candidat en tout cas qu'on n'a pas vu arriver, lui, il a sa vision par rapport à l'Afrique et au monde et même à l'Europe. Il est à l'opposé de la vision de Macron, que ce soit sur le plan européen et aussi sur le plan africain. On va suivre un extrait d'une émission où il était invité en donnant sa vision contraire à celle d'Emmanuel Macron, et surtout, je vais entendre ce que vous pensez de la position de l'un des candidats, en tout cas, qui se sont déjà prononcés pour ces élections. Voilà, ça c'est Éric Zemmour. Votre réaction par rapport aux propos d'Éric Zemmour, il est carré. Il n'y va pas à d'autres cuillères, comme on dit. Oui. Éric Zemmour, on dit qu'il est polémiste. Il joue sa partition. Éric Zemmour est xénophobe. Éric Zemmour est multirécidiviste, condamné 3 fois par la justice pour des propos racistes. Éric Zemmour est d'extrême droite. Ça, c'est le logiciel de l'extrême droite. Il ne peut pas objectivement fermer les frontières de la France. C'est impossible. Mais c'est une posture qu'il prend. Il est d'extrême droite, il est nationaliste, il est anti-européen, anti-mondialisation. S'il prenait quelques cours de l'économie française, il verrait la France produit beaucoup plus à l'étranger qu'en interne. Mais c'est rien. Il jouit. Parce qu'en tant que candidat à la présidence, à l'Élysée, avec tous les enjeux qu'on vient d'évoquer, avec tout le poids de l'histoire, avec la situation, la géopolitique aujourd'hui, la configuration, la globalisation dont on parle aujourd'hui, les enjeux politiques, économiques, stratégiques, ce sont des propos qui inquiètent les Africains, citoyens ordinaires qu'hommes politiques, avec un tel profil à l'Élysée. Exact. Il y a 2 types de candidats sur la scène politique française. Il y a des candidats qui espèrent qu'ils peuvent gagner. Donc ils ont un programme et ils ont un discours qui est adapté. Et il y a des candidats qui savent qu'ils ne peuvent pas gagner. Mais des populistes comme Le Pen, comme Zemmour, et qui viennent agiter le chiffon rouge. Il est convaincu au fond de lui qu'il ne peut pas gagner l'élection présidentielle. Mais il arrive pour diffuser son message. C'est vous qui le dites, ça c'est vous qui le dites. Hein? Oui, ils vous ont dit qu'il y avait des sondages, il y a le socle de l'extrême droite fait à peu près 23-24% de l'électorat, qu'il va partager avec Le Pen. Le Pen n'est plus seul d'extrême droite. Donc, ils vont partager les 25% au premier tour. Et ils seront éliminés au premier tour. On va suivre. Docteur Nguessan, j'aimerais avoir votre avis par rapport aux propos de Zemmour. Est-ce qu'il reflète
une certaine opinion française aujourd'hui qui doit inquiéter les Africains parce qu'il parle, il est clair, il parle des Africains dans ses propos. Il n'a pas un discours voilé. Bon, je ne sais pas pourquoi c'est à l'Afrique qu'il s'adresse, alors que la désindustrialisation de la France n'est pas du fait de l'Afrique, c'est du fait de l'Allemagne, c'est du fait de la Chine, c'est du fait de l'Inde, c'est du fait des États-Unis. Ce sont les États-Unis qui ont fait perdre à la France combien de milliards d'euros déjà en novembre passé avec l'accord AUKUS en Australie, où l'Australie a dû se rabattre sur les États-Unis pour ses équipements militaires. Bref, l'Afrique est le parent pauvre de la géopolitique mondiale. Tous les candidats qui sont en quête de publicité se permettent de taper sur l'Afrique et n'a malheureusement pas de répondant. Ceci dit, pratiquement toutes les études prospectives de l'Europe parlent d'une France qui serait déclassée mondialement à l'horizon 2040, quand la Chine pourrait devenir la première puissance mondiale, quand l'Inde pourrait faire partie des 5 premières puissances mondiales. Le classement que j'ai vu, la France ne pèserait pas grand-chose. Elle ne ferait pas partie des 10 premières puissances mondiales. Donc, M. Zemmour essaie de brandir le chiffon rouge. Si la France ne pèse plus grand-chose dans les relations économiques internationales, si son rayonnement ne tient plus qu'à sa place au Conseil de sécurité et à sa force nucléaire, c'est de la force, à cause des flux migratoires. C'est à cause des Africains qui viennent, c'est à cause des Arabes qui viennent, etc., etc. Sachant que ceux-là sont en marge de la société qui pèsent à peine 5% du PIB de la France. Donc, M. Zemmour gagnerait vraiment à bien centrer les problèmes de la France, à bien analyser la menace économique industrielle qui pèse sur la France, pour voir les adversaires réels de la France. Pour rappel, la France n'a pas d'adversaire industriel en Afrique. Ses adversaires, ce sont l'Allemagne, la Russie, la Chine, l'Inde. Et bien plus, les États-Unis qui lui font perdre plein de marchés sur la scène internationale sans qu'elle puisse réagir à moins du monde. Voilà, il est en quête de publicité, il essaie mon prédécesseur en parlait, il essaie de ravir l'électorat de l'extrême droite à Marine Le Pen qui essaie de basculer vers le centre. Donc, ce sont des éléments de langage, c'est tout. Il ne fera pas grand-chose, il ne fera pas grand-chose. La France est en net basculement de déclassement au niveau géopolitique, au niveau stratégique, au niveau économique, au niveau industriel. Et voilà, qui s'appuie un peu plus sur l'incidence de tout cela sur la France. Nous, ici, nous avons d'autres réalités. Vous avez évoqué la situation en Afrique de l'Ouest et surtout de certaines réalités tristes en tout cas cette relation France-Afrique a traîné. On va revenir au Rwanda pour voir un peu ce que cette relation-là a été dans l'histoire du Rwanda et de la France. Et malheureusement, il y a une étape triste du génocide commis contre les Tutsis au Rwanda en 1994, dont en tout cas certains responsables français et la France se sont donc rendus coupables d'une manière ou d'une autre. Emmanuel Macron est le premier chef d'État africain français à avoir reconnu certains faits difficilement reconnaissable par d'autres responsables qui l'ont précédé. On va suivre un extrait de son discours à Kigali et pour en décortiquer certains détails. Seuls ceux qui ont traversé la nuit peuvent peut-être pardonner. Nous faire le don alors de nous pardonner. Dit Ibuka, dit Ibuka, dit Ibuka. Alors, en me tenant avec humilité et respect à vos côtés ce jour, je viens reconnaître nos responsabilités. En s'engageant dès 1990
dans un conflit dans lequel elle n'avait aucune antériorité, la France n'a pas su entendre la voix de ceux qui l'avaient mise en garde. Ou bien a-t-elle surestimé sa force en pensant pouvoir arrêter ce qui était déjà à l'œuvre? La France n'a pas compris qu'en voulant faire obstacle à un conflit régional ou une guerre civile, elle restait de fait aux côtés d'un régime génocidaire. Les tueurs qui hantaient les marais, les collines, les églises n'avaient pas le visage de la France. Elle n'a pas été complice. Le sang qui a coulé n'a pas déshonoré ses armes ni les mains de ces soldats qui ont, eux aussi, vu de leurs yeux l'innommable, pensé des blessures et étouffé leurs larmes. Mais la France a un rôle, une histoire et une responsabilité politique au Rwanda. Emmanuel Macron, lors de son passage à Kigali, Gatabazi, nous avançons vers la fin de l'émission. Est-ce qu'avec ce pas franchi par Emmanuel Macron, certains ont dit qu'il y avait encore mieux à dire ou il devait aller faire encore plus d'efforts dans ses propos? Est-ce qu'aujourd'hui, le Rwanda particulièrement, le passage, en tout cas le mandat d'Emmanuel Macron, il y a quelque chose de plus que le Rwanda pourrait attendre si jamais Emmanuel Macron est élu pour panser les plaies de l'histoire et surtout de cette relation douloureuse entre la France et le Rwanda avec le génocide des Tutsis? Je veux peut-être paraphraser le président Kagame pour avoir des mots justes. Emmanuel Macron est allé aussi loin qu'il pouvait. Il a demandé pardon à Kigali. Il a reconnu la responsabilité de la France. Mais je vais faire un peu d'histoire. La France a été responsable de la déportation des Juifs. Il a fallu attendre 1995 pour que le président Chirac reconnaisse la responsabilité de l'État français. Pour des faits qui se sont passés dans les années 40. Donc, vous voyez bien, les dynamiques internes en France ne sont pas toujours aussi claires qu'on peut nous parler des droits de l'homme et des démocraties. Mais revenons à Macron. Je disais tout à l'heure que Macron est... Faites court parce que nous acheminons vers la fin. Macron arrive, il a une vision des relations qu'il veut pour la France. Macron fait ça après un rapport du professeur Duclerc qui établit clairement la responsabilité de la France. Et il dit, je ne peux pas passer à côté des faits historiques. Je me rendrai à Kigali, je vais demander pardon. Voilà. Qu'est-ce que nous attendons au-delà de ça? C'est que des génocidaires qui sont en France puissent être poursuivis soit par les tribunaux français, soit extradés au Rwanda. Ça, Macron l'a promis et il est en train de le faire. Il est arrivé, il y avait 3 ou 4 dossiers judiciaires des génocidaires. Aujourd'hui, nous en sommes à 14-15. Et on nous promet que ça va continuer. Il y a un attaché à l'ambassade de France chargé exclusivement du dossier génocide. Ça, c'est Macron qui le fait. En quelques mots, le Rwanda, par rapport à ses avancées, aimerait tout de même voir Macron poursuivre... Je vous dis que je vote Macron, ne serait-ce que pour la relation France-Rwanda. Voilà, j'ai compris votre propos en tant que journaliste et bien entendu, vous ne parlez pas au nom du Rwanda, c'est le journaliste que vous êtes. Merci. Docteur Sylvain, merci beaucoup de nous avoir accordé votre temps en ce week-end. En tout cas, merci beaucoup de vous avoir disponibilisé comme d'ailleurs d'habitude vous le faites et surtout l'éclaircissement que vous avez apporté à cette émission et j'espère vous revoir très bientôt pour d'autres faits d'actualité qui concernent l'Afrique et aussi dans l'intérêt des Africains. Merci beaucoup, docteur. Merci, monsieur. Voilà.
Je vous rappelle qu'il est donc docteur Nguessan, il est donc directeur de l'Institut des stratégies d'Abidjan. Merci beaucoup à vous, Monsieur Gatabazi. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes à iguihé.com. Merci. Voilà, c'est un journal qui publie en ligne ici au Rwanda, en tout cas une des références ici au Rwanda pour ce qui est de l'actualité crédible. Merci à vous tous qui nous avez suivis et surtout qui avez porté beaucoup d'intérêt à cette émission. J'aurai tout le plaisir de vous retrouver très prochainement pour un nouveau numéro majuscule propos.